Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce nouveau show OVNI Capital, ce podcast. On vient de rater le départ. Je n'avais pas appuyé sur Rec, donc on le refait dans la joie et la bonne humeur. Je suis dans un décor de rêve à San Francisco, où nous avons passé la semaine avec mes associés Augustin Sayer, Thomas Renaudin et Marie Houtier pour la Deep Tech Week, pour rencontrer des VC, des entrepreneurs et comprendre les trends du moment ici en Amérique. Et j'ai le grand plaisir de retrouver Sophie Duret. Sophie, où est-ce qu'on est pour les gens qui ne nous voient pas mais qui nous écoutent? Est-ce que tu peux décrire cet environnement de rêve que tu me fais découvrir? Notre coworking qui s'appelle Canopy, on est en plein milieu du quartier North Beach de San Francisco et on est entouré de buildings très iconiques de la ville de San Francisco. Donc il y a cette tour un peu pyramidale, la Transaméricain. C'est ça? Mm-hmm. Et le bâtiment vert derrière nous, c'est? Alors moi, je ne connais pas son nom, D'accord. je devrais, mais du coup, c'est un building qui est un peu triangulaire aussi, tout en espèce de cuivre. Et surtout, il y a le restaurant en bas de Coppola. Donc voilà, c'est un peu hollywoodien ce coin. Génial. Et donc pour les gens qui veulent voir, il faudra nous retrouver sur YouTube. Sophie, donc très content de te retrouver. Tu es la cofondatrice de Tamar Venture et tu as un passé entre Genève, Mexico, Paris et depuis quelques années San Francisco. Ouais. Je suis pas très original. Mon associé Mathieu Stéphanie a toujours cette phrase. Est-ce que tu veux bien te présenter? Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas comme moi, tu veux bien te présenter et nous dire qui tu es? Comment tu te définis aujourd'hui? Bien sûr. Écoute, du coup, comme tu l'as dit, je travaille chez Tamar Ventures. Je suis VC depuis 15 ans. Donc, comme tu l'as mentionné aussi, j'ai fait ça dans différents pays. J'ai eu la chance de faire différents setups, autant des family office que des petites boutiques de venture capital. Je suis passée par Genève, par le Mexique, comme tu l'as dit, par la Chine aussi, et par les États-Unis il y a 8 ans. J'ai bougé aux États-Unis il y a 8 ans. Qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie à te tourner vers ce métier de venture capitaliste, de capital risqueur et te tourner vers cet univers-là? Parce que bon, quand on est enfant, c'est pas forcément la première profession à laquelle on pense. Oui, c'est ça. C'est pas forcément un rêve d'enfance. Écoute, c'était un peu un concours de circonstances et franchement, beaucoup, beaucoup de chance. J'ai toujours rêvé d'être chef de mission pour la Croix-Rouge. Donc, comme tu vois, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et mon idée, c'était vraiment d'avoir un sens, d'avoir une mission, tu vois, un peu spéciale dans le travail. Il se trouve que j'avais un stage à faire lors de ma dernière année d'études. T'as fait quoi comme étude du coup? J'étais à Sciences Po à Paris. D'accord, oui, c'est ça. Et ils nous demandent de faire un stage et j'étais censée partir avec l'ONU en fait sur le terrain en Sierra Leone. Et quelques semaines avant de partir, il y a eu des problèmes sur le terrain, donc tous les stages ont été arrêtés. Donc dernier moment, qu'est-ce que tu fais? T'appelles un maximum de gens dans ton réseau. Prenez-moi en stage, j'ai besoin de ça pour avoir mon diplôme. Et j'ai eu la chance de tomber sur ce qui allait devenir mon futur boss, Guillaume. Qui montait en fait un family office à Genève autour de l'impact investing. Et bon, je me suis dit, c'est quelque chose que je sais pas si ça me fait rêver, j'y comprenais pas grand-chose, puis surtout c'est de la finance, donc moi qui rêvais du monde des ONG, je me disais, est-ce que je vais pas un peu du côté noir de la force? Et en fait, on en parlera, j'en suis sûre, mais ça a transformé ma carrière et pas de regret que tout ça soit arrivé. Donc ça, c'est ton premier job finalement. Tu y passes combien de temps? Qu'est-ce que tu y apprends? Quels sont les investissements que vous faites? Ouais. Écoute, ouais, c'était du coup stage. Premier job après donc mes études. Ils m'ont embauché après le stage, qui était très généreux de leur part. Ils m'ont envoyé du coup au Mexique. Donc j'ai appris en fait un peu tout en direct. J'avais fait une mineure en finance à Sciences Po, mais c'était pas vraiment ma spécialité. Donc j'ai vraiment dû tout apprendre un peu from scratch. Et bon, enfin c'était super de pouvoir le faire à la fois à Genève et puis à la fois aussi au Mexique parce que j'avais la possibilité de voir les entrepreneurs en direct, travailler avec des investisseurs qui étaient forcenés. Et ouais, le type d'investissement qu'on faisait, en fait, c'était des investissements avec un impact social et environnemental. Donc, l'idée, c'était vraiment d'utiliser l'efficacité de la finance pour transformer le monde pour le mieux, quoi. Donc, aller trouver des entrepreneurs qui trouvaient des solutions à des vrais problèmes et qui essayaient de faire ça en ayant le moins possible
d'impact négatif. Tu as un exemple précis, un investissement qui t'a marqué et dont tu te souviens? Oui, j'adore parler de cet exemple-là parce qu'il est un peu enfin, je pense que les gens s'attendent pas trop à ça quand on parle d'impact investing, mais pour moi, c'est vraiment très typique du genre d'investissement que j'adore et que j'ai appris quand j'étais, dans cette firme. Mais, donc c'est une compagnie qui s'appelle Omnom qui fait du chocolat. Ils sont basés en Islande. Donc, bon, sur le papier, c'est pas le plus impactful. Et au contraire, en fait, c'est un domaine où évidemment la chaîne de valeur, en fait, pour, arriver à faire du chocolat a plein de problèmes au niveau environnemental et social. Et par exemple, cette compagnie-là, ils ont réussi à faire les choses hyper bien. Donc, depuis le moment où ils sourcent le cacao jusqu'au moment où ils le mettent dans la petite barquette de chocolat, c'est parfait. Bon, à ce moment-là, tu es assez loin quand même de la tech et de San Francisco. Ouais, un peu. Donc, je crois que tu as une période de transition dans une société qui s'appelle Quadia. Mmh, Et d'ailleurs, je crois que finalement, notre premier contact c'était historique, ouais. il y a 3-4 ans, était lié à cette compétence-là, qui était OK. la mesure d'impact. Moi, j'étais dans une réflexion pour prendre un outil qui a été développé par Mmh. Rachel Delacour et ses équipes qui s'appelle Sweep. Mmh. Et je me posais plein de questions sur les fonds, article 6, article 8, comment finalement faire en sorte que mon portefeuille de start-up mette en place les bonnes pratiques. Ouais, Et je crois que notre prise de contact initiale il y a 3-4 ans était à ce sujet-là. absolument. Et parce que c'était dans ton domaine d'expertise chez Quadia. Est-ce que tu veux bien expliquer Ouais. qu'est-ce que c'est que Quadia? Je crois que tu as fait quand même 7 Ouais, ans 7 dans ans. cette société, Ouais, donc c'est une 7 ans. période assez longue. Bah, c'est eux donc qui m'ont donné ma chance après le stage, en fait et donc c'est cette société-là qui au début, en fait, on a commencé, on était on a les premiers investissements qu'on a fait dont Omnom qui est arrivé plus tard, mais c'était pour une famille en particulier. Puis après, du coup, on a fait rentrer d'autres investisseurs, et cette société, elle était vraiment spécialisée dans l'impact investing et donc au fur et à mesure du temps, en ayant passé 7 ans chez eux, une des expertises que j'ai développées, c'était la mesure d'impact environnemental et social. À l'époque, quand j'ai rejoint l'équipe, alors après le stage, c'était 2010, c'était le début de l'impact investing. La Suisse était assez avancée là-dessus, puisque c'est un peu culturel, ils sont assez ouverts à ces choses-là. Mais du coup, j'ai eu la chance d'apprendre en fait avec plein de gens qui s'occupaient de ces questions d'impact environnemental et social, et c'était encore très nouveau dans le domaine du VC, de s'intéresser à comment tu peux utiliser ces données-là en fait pour évaluer la performance d'une entreprise. Donc c'est comme ça en fait que j'ai développé cette expertise. Et quand on s'est rencontrés il y a quelques années, je faisais pas mal en fait de travail là-dessus, à la fois pour la compagnie et l'organisation pour laquelle je suis aujourd'hui, dont on parlera, mais aussi parce que je faisais ça pour d'autres, en C'est ça, fait, pour d'autres sociétés de pour d'autres gestion qui sociétés. avaient besoin de ton expertise et parce que c'était un Exactement. moment un peu charnière où ça devenait une Hyper nécessité important. pour de plus en plus de sociétés de gestion. Ça t'a appris quoi? Ça t'a appris la rigueur du Mmh. reporting, le fait de se confronter au réel entre des entrepreneurs qui t'envoient une Ouais. certaine data et il y a un gap entre ce Ouais. qu'ils déclarent et ce qu'ils font vraiment. Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là? En fait, ce que je retiens, c'est vraiment d'avoir la possibilité de regarder à des deals sur un plan holistique. Donc, tu vois, on a tendance à beaucoup s'arrêter sur les chiffres. Moi, je suis quelqu'un qui est très attaché aux données. J'aime bien quand, tu vois, tu as quelque chose de concret sur lequel t'appuyer pour prendre une décision. Et en fait, avec l'impact, la mesure d'impact, tu peux faire ça aussi, mais il y a l'aspect plus qualitatif qui est super intéressant. Tu vois, cette nuance liée aux gens, liée à l'environnement, liée au social, que tu trouves pas parfois dans les chiffres. Et du coup, là, moi, je trouve ça fascinant que tu arrives à vraiment évaluer un deal sur tous ces côtés, en fait. Génial. À quel moment dans ta vie, une fois que tu as fait ces destinations-là, Chine, Mexique, Suisse, tu te dis je vais déménager à San Francisco? Est-ce que c'est lié à une rencontre avec cette famille Mmh. que j'ai appris à connaître? On a fait un événement ensemble Mmh. mercredi avec une quinzaine de personnes, avec des fonds, des entrepreneurs, euh, Ouais. des, des cadres dirigeants, des big tech américaines, Facebook, etc. À quel moment, toi, tu as eu ce déclic Ouais, c'était un déclic personnel, en fait. Je rêvais des États-Unis depuis longtemps. J'ai toujours beaucoup voyagé aux États-Unis. Et évidemment, dans le domaine du VC, à un moment ou à un autre, je me disais que j'allais passer par San Francisco. C'était un peu le passage obligé dans ma tête. Puis, ça s'est fait parce que je suis une de ces personnes qui a mis son nom dans la loterie pour la green card.
Et du coup, je l'ai eu la première année où j'ai mis mon nom. Donc, c'était un signe pour moi. Je me suis dit, écoute, il y a des gens qui galèrent pour l'avoir. Tu as eu la chance de l'avoir très rapidement. Tu la gâches pas? Tu la gâches pas, t'y vas. Et du coup, j'ai lâché, enfin bon, voilà, en tout, tout était très positif, mais j'ai lâché ma vie à Genève et je suis partie avec mon sac à dos à San Francisco. Donc, j'avais pas de job, mais j'avais une idée de quelque chose que je voulais monter et je me disais, bah, quel meilleur endroit de le faire à San Francisco. Donc à ce moment-là, on est en 2017. C'est vrai que on est en pleine un peu accélération Ouais. de cet écosystème avec des levées de fonds de plus en plus Ouais. grosses. L'Europe qui suit un peu cette dynamique US qui va se renforcer jusque à la pandémie du Covid, où là, les valeurs technologiques vont encore exploser. Ouais. Et jusqu'à l'hiver qu'on a connu sur les années 2022, 2023, 2024. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un comme toi qui arrive en 2017 à San Francisco et qui vit ces 6-7 dernières années-là dans cet écosystème qui a énormément évolué? Franchement, c'était assez incroyable en termes de, enfin, parle de faire un MBA dans la tech et dans le VC en étant là quelques années. Ouais, c'est en fait, tu vis les cycles économiques et financiers en direct, mais surtout en hyper rapide, donc à l'américaine. C'est-à-dire que tout se passe, tu vois, en l'espace de 6-7 ans. Je suis passée par les hauts et les bas dans mon métier avec tout le monde autour et le marché aussi, et tu le vois vraiment en direct. Quand je suis arrivée, c'était les années un peu fast, donc c'était super intéressant. Dans la tech, il y avait plein de choses qui se passaient. Les gens étaient super excités. C'était le moment de la crypto aussi, des blockchains et tout. Donc, il y avait tous ces sujets-là qui étaient absolument nouveaux pour moi. En plus, venant de Suisse, t'imagines, c'était deux mindsets complètement différents. Mais du coup, c'était vraiment le grand bain d'un coup. Et puis après, bah oui, comme tu disais, il y a eu la pandémie. Donc, 2 années où les gens se sont super excités pour compenser. Et après, derrière, et ben, tout d'un coup, on arrête tout et on ferme tout. Et ouais, franchement, c'était fascinant. En fait, ça m'a appris que ça bouge très vite aux États-Unis, que c'est beaucoup plus une approche court terme que chez nous en Europe. Et C'est un peu que contradictoire avec complètement, avec le VC, le VC, finalement. où on se projette sur des périodes de 5, 10, 15 ans. Ouais. Euh, Et ici, c'est 2-3 ans, quoi, en fait, les cycles. Même s'ils te disent officiellement que, évidemment, tu rentres dans un deal pour 5 ans, pour 7 ans, mais en fait, ils envisagent les exits au bout de 2 ans, 3 ans. Donc en fait, le cycle, si tu veux, de pensée et de comment est-ce qu'ils rentrent dans un deal est complètement différent. Oui, à la fois, si on regarde les grands succès de la tech actuelle et de la Silicon Valley, c'est quand même des sociétés qui ont été créées pour certaines 2010, C'est ça. 2012, 2015. Et qu'on commençait Et à donc, ça avoir de la fait valeur. 10, Ouais, 15 ans. exactement. Est-ce que c'est pas finalement un trait caractéristique américain où très vite, s'ils s'aperçoivent d'un plafond de verre ou etc., comme tu dis, ils trouvent un exit Ouais. et ils reconstruisent. En fait, Complètement. là où nous, en France ou en Europe, on peut avoir tendance à aller au bout d'un projet, même si ça atteint pas, et finalement s'enfermer sur une période de 10 ans, alors que eux, au bout de 2-3 ans, vont accepter beaucoup plus facilement l'échec. Il y a une tolérance à l'échec beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en France, tu penses, ou qu'en Europe? Absolument. Déjà, une tolérance à l'échec qui est incroyable, et même l'échec, ça fait partie du succès. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens, des entrepreneurs, des investisseurs. Ils vont même être contents de te raconter les choses qu'ils n'ont pas réussi pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ce qui est une approche complètement différente en France, et enfin la Suisse évidemment, mais notre culture européenne où en fait un échec c'est tabou. C'est un peu la Scarlet Letter, tu sais, t'as pas envie de dire que t'as eu un échec parce que on va te dire pourquoi tu continues à t'obstiner à vouloir monter une boîte alors que t'as déjà raté une fois. Ici, on va mettre en avant un entrepreneur qui a déjà monté des boîtes, même si elles ont raté, un investisseur qui est passé à côté de Facebook, mais qui a réussi à mettre dans Uber, tu vois. Donc, c'est assez intéressant. Et oui, du coup, en fait, la période de temps, si tu veux, d'intérêt est beaucoup plus courte. Donc, pendant 2 ans, ça marche bien, c'est très bien. Au bout de 3 ans, ça va pas assez vite, on passe à autre chose, quoi. Incroyable. Du coup, tu es devenu VC. Mmh. Mais tu l'as fait un peu comme moi finalement, avec ces structures un peu hybrides, Oui. d'accélération, accompagnement, etc. Je considère que c'est une très bonne école, en tout cas à titre personnel, parce que ça te permet en tant qu'investisseur de mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Moi, ce que je dis toujours, et ce studio l'illustre, c'est qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Donc pour les gens qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, on a tout monté. Dans mon sac à dos, j'avais des pieds de micro, le zoom, etc. Et en fait,
les souvenirs que j'ai de moi, cette période où je dirigeais un accélérateur, bah, j'ai dû mettre les mains dans des campagnes de Facebook Ads, Bien sûr. j'ai dû refaire des landing pages de sites web, en fait. Et donc, tu comprends mieux la réalité opérationnelle d'une société, donc tu es finalement plus pertinent dans ton métier d'investisseur. Ça te permet de prendre du recul parce que tu vois la journée que vivent les entrepreneurs. Donc, toi, tu fais ça depuis 7 ans, finalement, 6 ans. Vous avez accompagné des centaines de sociétés Ouais. avec un modèle un peu unique où finalement vous avez un programme d'accompagnement qui n'est pas les classiques YC où c'est 150 000 $, ça peut monter jusqu'à 500 et c'est 7 ou 8% de la société. Vous êtes sur quelque chose qui ressemble plus à quelque chose d'assez symbolique, un joker qu'on met dans son jeu où on cède 1% de son capital contre l'accès à un réseau de family office, de VC, l'accès à de l'accompagnement. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as fait atterrir cette offre dans Bien un sûr. environnement qui est hyper compétitif pour nos auditeurs plutôt franco-français? En France, les accélérateurs incubateurs, bon, il y en a une quinzaine. Il y a des incubateurs publics par dizaines, mais finalement, il y a assez peu de structures en Europe qui ont réussi à émerger, à devenir des exemples aussi forts que YC, même si certains aujourd'hui questionnent YC et disent est-ce que le YC d'aujourd'hui est le YC On peut en il y parler a pendant quelques des années. heures. Mais on va pas rentrer là-dedans. Mais donc, comment tu as fait atterrir cette offre finalement d'accompagnement? Et j'ai vu quelques exemples dans le deck que tu m'as envoyé. Peut-être qu'on rentrera sur en parler, ce bien type sûr. de start-up. Comment vous avez fait pour sortir ce produit-là et pour trouver les bons entrepreneurs, pour les signer? Bah, ça a été, comme tu disais, c'était mettre les mains dans le cambouis. La partie, en fait, que moi, j'ai toujours adoré dans le métier qu'on fait, c'est d'être vraiment, tu vois, au jour le jour avec les entrepreneurs. Donc, quand j'ai décidé quand on a pris la décision de travailler ensemble avec Karine, donc qui est mon associée chez Tamar Ventures. Et puis, en fait, je dois mentionner que Tamar Ventures, c'est un spin-off d'un family office qui s'appelle Tamar Capital. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Karine, évidemment. Et en fait, quand on a décidé de travailler ensemble, on s'est dit, on veut avoir ce côté entrepreneur, puisque exactement comme tu le disais, je pense que les meilleurs investisseurs sont des entrepreneurs au départ, ou en tout cas ont ce mindset et peuvent comprendre les réalités du terrain, en fait. Sur un plan autant opérationnel que même de santé mentale, entre guillemets, et puis de type de mindset que tu dois avoir. Donc, on était toutes les deux avec des profils un peu différents. Elle a un background en fait, elle est designer, si tu veux. Elle a travaillé dans le domaine de l'urban planning. Elle a fait un certain nombre de choses, de projets avec, par exemple, la ville de New York, où elle a mis en place des accélérateurs pour la ville de New York, et tout ça en utilisant les méthodologies de design thinking qui sont très très connues ici dans la Silicon Valley. Tout ce qui est, tu sais, méthode agile, etc. Et en fait, elle se disait, ça, évidemment, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais il y a un truc à faire avec. Et moi, de mon côté, j'arrivais avec l'impact et j'arrivais avec aussi le côté un peu plus VC, qu'on s'est dit, écoute, les ressources qu'on voit aujourd'hui et qui sont disponibles pour les entrepreneurs, elles sont pas suffisantes. C'est soit le réseau, soit éventuellement le chèque financier, soit peut-être, oui, je vais t'aider à faire. Mais il n'y avait pas une espèce de concentration de toutes ces ressources en un point, si tu veux. Et on adorait le concept du Venture Studio, mais on se disait, on veut pas prendre 50% d'équité sur, tu vois, la boîte, et en gros les tenir par la main pendant 6 mois. J'en veux justement que ça aille plus vite. Donc on en est venu à penser à ce programme, en fait, qu'on appelait Venture Studio as a Service. Donc on a fait un peu le côté gimmicky de, tu vois, le marketing à l'américaine, mais où en fait c'était des boîtes qui venaient vers nous, qui disaient, voilà, j'ai envie de passer du temps avec vous, pouvoir développer en fait mon projet, arriver à du product market fit, de l'investor market fit, et ensuite pouvoir me débrouiller tout seul. Donc on a fait ça ces 5 dernières années sous la marque Le Studio. Et donc, si on cite quelques sociétés que vous avez accompagnées, j'ai vu dans le deck Cosmic Robotics. Nous, on a pas mal de souscripteurs qui viennent de l'industrie du solaire, des panneaux solaires, du photovoltaïque, des éoliennes, des choses comme ça. Certains qui d'ailleurs, après avoir fait fortune dans ces industries-là, sont venus aux États-Unis, se confronter à ces industries de la tech, écrire une nouvelle page de leur vie, un nouveau chapitre. Je pense à certains qui ont déménagé à New York notamment.
Qu'est-ce que ça fait, Cosmic Robotics? Qu'est-ce qui t'a donné avec Karine envie d'investir dans cette société? Où ils en sont aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent pour illustrer finalement nos propos? Ouais, bien sûr. Alors, side note, mais Cosmic, on n'a pas investi. Par contre, on a travaillé avec eux, donc c'était sous l'ombrelle du studio, qui était encore le Venture Studio as a Service. C'est une boîte, donc c'est en fait au départ c'est des fondateurs qu'on a rencontrés par des amis et qui sont super. C'est deux mecs hyper techniques qui viennent on va dire de l'industrie. Enfin, c'est un peu des nerds en fait. Je devrais pas les présenter comme ça, même si c'est pas non, mais c'est positif. Ouais, voilà. Et en fait, ils viennent vraiment de la robotique tous les deux et ils ont des rêves de ouf en fait. Ils sont super ambitieux, très à l'américaine. Et voilà, ils ont lancé Cosmic Robotics, qui est en fait un petit robot qui installe les panneaux solaires dans les énormes projets solaires qu'il y a aux États-Unis et potentiellement dans le futur dans le monde. Et ils ont fait ça en quelques mois en fait. On les a rencontrés, ils étaient juste en mode idée. On a commencé à travailler avec eux vraiment sur le pitch et puis travailler un peu leur product market fit, savoir avec qui ils allaient vraiment vendre leurs produits, comment voilà ça allait ressembler. Puis une chose qu'on a fait beaucoup avec eux, c'était tout ce qui était messaging. Donc comment s'adresser non seulement aux investisseurs mais aussi à leurs clients, parce que encore une fois c'est des techniciens, donc parfois ils ont besoin d'un peu d'aide sur le storytelling. Et en quelques mois de travail avec eux, c'est eux qui ont fait tout le travail, hein, mais ils avaient déjà le prototype qui était fait, ils avaient les premiers pilotes, après encore 2 mois il y avait un premier MVP. Enfin, ils sont allés encore une fois super vite et aujourd'hui ils sont C'est une des réflexions qu'on se faisait avec mes associés sur les événements de la Deep Tech Week auxquels on a assisté. On a vu des pitchs de start-up avec des présentations assez incroyables où tu as des vidéos très émotionnelles, etc. Et en fait, on s'est dit, et je suis allé féliciter vraiment certains fondateurs en leur disant, quand je vous vois et que je vois les sociétés de mon portefeuille à Paris, en Europe, etc., je me dis que vraiment le standard, ça doit être celui-là. Ouais. Et il faut qu'on investisse plus dans du média training, des éléments de langage, ce genre de choses-là. Si on cite une autre start-up, est-ce que tu préfères Glacier Grid ou Odyss Aviation au choix? Les deux sont super, mais Odyss, c'est un cas un peu intéressant parce que encore une fois, je trouve que c'est très à l'américaine. Enfin, pour moi, quand on a commencé à parler avec eux, c'était donc eux, ils font partie du portefeuille de Tamar Capital et on a travaillé avec eux aussi à travers le studio, donc avec ce programme, encore une fois, où on les aide à vraiment bien se développer. Qu'est-ce qu'ils font si on l'explique en quelques mots? Eux, c'est des petits avions, ils appellent ça eVTOL en fait. C'est des petits avions qui font des courtes distances, qui au lieu de monter, si tu veux, de décoller en diagonale, ils décollent à la perpendiculaire. Donc du coup, ils ont aussi en fait créé un avion qui est électrique, donc complètement durable et avec l'idée de justement dépolluer un peu l'industrie de l'aviation, surtout sur les courtes distances comme ça. Et ils sont basés à Los Angeles. Ils ont aussi maintenant des facilities un peu, enfin ailleurs aux États-Unis. Mais et eux, c'était pareil en fait. L'idée, c'était de savoir en fait comment parler de ce qu'ils étaient en train de faire au reste du monde et comment rendre ça attractif, si tu veux, surtout dans une phase de leur développement où ils allaient justement avoir besoin de beaucoup lever des fonds et puis justement trouver des clients et se positionner par rapport à la compétition. Donc je vois une cinquantaine de salariés. C'est une société qui a fortement grandi. Bien sûr. Tu as à peu près les chiffres des fonds levés, parce que sur des projets comme ça, j'imagine que ça doit se compter en dizaines de millions d'euros. J'allais te dire, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros si on calcule en euros. Avec, ils sont déjà série A, alors que ils ont commencé il y a 4 ans, 3 ans. Ouais. Donc ça va vite. Si on essaye de conclure ce podcast, c'est quoi l'avantage pour vous d'être adossé, même si vous êtes une spin-off à un family office, des discussions que j'ai eues avec ton associée Karine, c'est déjà une vraie compréhension de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que il y a plusieurs frères et sœurs, ils sont 3, c'est ça? Et en fait, chacun a des domaines d'expertise, le private equity, l'immobilier et Karine avec toi plutôt le venture et les startups. Mais c'est déjà la 2e génération de ce que je comprends. Tout à fait. Avec finalement des parents qui ont au Moyen-Orient et au Liban construit une vraie carrière. Donc finalement, l'entrepreneuriat, c'est aussi dans les gènes de l'entreprise et finalement de ces business units qui ont été structurés. Quel avantage ça a pour toi finalement? Moi, l'avantage, c'est que quand je les ai rejoints, c'était parce qu'ils avaient justement cette fibre entrepreneuriale, que on
on travaille comme une entreprise, en fait, enfin comme une start-up, si tu veux, presque dans la façon dont on approche les choses. Et puis après, moi, ce que j'aime bien dans les petites structures qui a été un peu toute ma carrière, c'est non seulement les structures familiales comme ça, mais c'est que vraiment, tu as de la place pour prendre des initiatives, en fait. Donc, ça, c'est un des Tu aspects penses aussi. qu'il y a plus de prise de risque sur des family office que dans des sociétés de gestion Ouais. classiques Ouais, c'est ton ressenti? Parce que là, en tout cas, et je parlerai de mon expérience, mais c'est un single LP. Donc, c'est un seul investisseur. Derrière, si tu veux, c'est évidemment la famille. Donc, mais cycle de décision très court. cycle de décision Vision très long court, terme. vision long terme avec des valeurs très fortes. C'est quoi les valeurs? C'est justement ces valeurs d'entrepreneuriat, de savoir travailler, que tout ne te vient pas comme ça, tombe du ciel, et que surtout, tu es là pour créer une legacy, comme on dit, donc pour le long terme. Donc, ce que tu construis aujourd'hui, c'est pour demain, en fait. Et ça, je trouve ça super important. Et pour moi, c'est le cœur du VC. Donc, je me suis vraiment retrouvée dans ces valeurs-là avec l'équipe. Et puis, j'allais dire sur l'aspect family office de manière générale, on est très collaboratif. Le monde des family office, c'est un peu obscur. On ne sait pas toujours comment les trouver. Mais en fait, entre nous, entre family office, on travaille vraiment beaucoup ensemble. Ce qui, encore une fois, pour moi, est la fibre même d'un entrepreneur, c'est de savoir trouver, tu vois, les bons contacts, le bon réseau. Et ça, les family office le font très bien. Oui, tu as raison, c'est quelque chose qu'on voyait très peu il y a quelques années. Quand je vois sur certains deals aujourd'hui des term sheets communes de 4, 5, 6 family office français, je trouve ça génial parce que tout le monde gagne du temps. En fait, les family office gagnent du temps, les entrepreneurs qui lèvent des fonds gagnent du temps. Et comme tu l'as mentionné, je pense qu'on a un enjeu en Europe de réduire les cycles, d'aller un peu plus vite. Quelle est votre, peut-être dernière question, une ou deux dernières questions, quel est votre critère un peu secret dans votre grille d'analyse pour vous dire avec Karine, allez, là on y va, là on a investi, et comment vous screenez les projets, qu'est-ce que vous avez appris ces dernières années en travaillant ensemble? Ça va paraître un peu washy, mais c'est vraiment les gens, en fait. C'est vraiment les fondateurs. On s'est rendu compte que tu peux avoir le meilleur produit au monde, la meilleure idée au monde. Mais comment tu les juges? Tu leur fais passer un test de personnalité? Tu passes du temps avec eux. Tu passes du temps avec eux. Mais tu as une liste de questions? Ouais, en fait, on a une liste de questions, on a des critères de type de fondateurs qu'on aime bien. Alors vas-y, pose-moi les questions. Qu'est-ce que on voit comment ils reçoivent le feedback. Et puis en fait, donc c'est là où le programme qu'on fait, il est assez exceptionnel parce que nous, c'est notre due deal en personne, si tu veux. C'est qu'on passe 3 mois avec la compagnie, jour après jour, à voir comment en fait ils font face à un certain nombre de défis, même pas comment ils font face aux victoires, comment est-ce qu'ils avancent quand tu vois il y a des décisions à prendre, comment ils prennent encore une fois le feedback, le coaching, pas que le nôtre soit, tu vois, exceptionnel. Ils ont généralement plein de gens autour d'eux qui les aident. Tu le vois très vite le type de gens que tu as en face de toi. Et c'est pas forcément des gens qui ont fait des boîtes avant, mais c'est la façon dont ils approchent tous ces aspects en fait de la vie d'une entreprise. Génial. Qu'est-ce qu'on vous souhaite avec Karine pour les prochaines années? Je crois que vous ne pouvez pas trop publiquement en parler, mais il y a une volonté de votre part quand même assez affichée. Vous en parliez mercredi soir, de faire grandir et de vous appuyer sur ce premier portefeuille de start-up, toute cette expertise pour peut-être passer à l'échelle. Comment on vous contacte? Quels sont vos enjeux? Ouais, bien sûr. Oui, exactement. C'est ça. On veut amplifier un peu comme on dit, notre footprint. Donc, l'idée, c'est de pouvoir continuer à trouver des fondateurs comme ça exceptionnels qu'on peut aller aider et puis dans déployer lesquels plus de capital, un peu comme moi je le fais avec OVNI, c'est-à-dire j'ai créé une première holding puis une deuxième holding et puis là on a grandi, on est à 60 millions sous gestion aujourd'hui. C'est une de vos ambitions, ouais. C'est une de nos ambitions, ça c'est sûr. Et puis l'idée, c'est vraiment de montrer que le VC peut être vraiment du VC, c'est-à-dire trouver, tu vois, supporter, soutenir ces compagnies qui vont vraiment faire le marché de demain en fait. Donc, on est excités. Génial. Écoute, merci beaucoup. Merci. Un moment un peu hors du temps où je retrouve ces bâtiments iconiques que j'observe derrière toi. Merci de m'avoir donné des conseils précieux il y a quelques années et de ton temps. Je vais terminer cet épisode en faisant une dédicace, si tu me le permets, à François, il appréciera. qui a été une des premières personnes également à croire en OVNI Capital. Je suis un peu ému au moment de le dire, parce que en fait, pour décrire aux gens qui vont aller jusqu'au bout de l'épisode, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au bout des épisodes, il y a un moment où quand tu crées ta société de gestion, tu as un premier cercle.
qui se mouille, qui te met en relation avec des LP et en fait qui prennent du risque. Qui prennent du risque réputationnel parce que ta société de gestion n'est pas du tout structurée comme elle l'est aujourd'hui. Bien sûr. Et donc T'es François, nouveau, qui est ton papa, Mon papa. et que je ne connaissais pas, mais qui a été mis en relation par mon associé Didier Soucher, fait partie vraiment des premiers supporters d'OVNI Capital qui nous ont mis en contact avec des LP toulousains. Je pense à Jean-Marc Gandois et voilà. Et donc comme tu le décris, la vie et les entreprises, c'est des histoires de rencontres, c'est des histoires de collaboration. Et je suis ravi, 4 ans après nos premiers contacts et ces premières touches avec toi, avec François, de concrétiser ça par un beau podcast dans un lieu iconique. Sophie, je vois l'heure qui file, il est 10h, heure française, 19h. Inversement, du coup. 19h, heure française, 10h à San Francisco. On voit les notifications arriver sur nos téléphones et nos meetings. Donc, on va enchaîner le reste de la journée. Merci beaucoup pour ton temps. N'hésitez pas à joindre Sophie si vous venez à San Francisco, si vous êtes des entrepreneurs français, que vous avez besoin de contacts, vice-versa. Et à partager ce contenu autour de vous si ça vous a plu sur les réseaux sociaux. Merci encore de votre fidélité. C'est toujours un vrai plaisir d'enregistrer ces contenus. Merci Sophie, à bientôt. Merci, à bientôt.